Et nous, on vous remercie beaucoup de nous avoir conviés. Donc, en effet, on m'a proposé cette séance qui devait donc traiter de l'administration de l'université. Alors, je ne sais pas si on dit administrateur, parce qu'administrateur, il y a un côté siège au conseil d'administration, etc. On dit plutôt l'ensemble des personnels, en fait, qui assurent finalement au quotidien le fonctionnement et la continuité des services de l'université. Et donc, j'ai choisi de repartir en fait d'un peu de deux angles. Premièrement, l'évolution de la gestion administrative des universités, parce qu'elle a quand même, il y a une évolution assez nette, ces 20-30 dernières années même. Vous allez voir pourquoi je dis 30 années, parce qu'en réalité, je me réfère à un papier qui date de 1997. Donc, vous allez voir que les choses ont évolué. Et par ailleurs, l'intérêt aussi, c'est de voir quelles sont les incidences de ces mutations du cadre d'exercice des métiers des personnes administratives sur le fonctionnement même des universités. Donc, comme je disais, je m'appuie en fait sur une présentation qui a été faite par Bernard Disembourg. Donc, Bernard Disembourg, un enseignant-chercheur, qui a été président de l'université de Créteil. À l'époque, on disait Paris 12 Créteil. Qui par ailleurs est également un collègue et un père, un père PAIR évidemment, puisqu'il est il était inspecteur général également, donc maintenant en retraite, mais qui est très actif et qui a été très actif pendant toute sa carrière sur l'étude du fonctionnement des universités, sur la collaboration entre les enseignants-chercheurs et les personnels administratifs, sur le pilotage des universités. Et d'ailleurs, il aura laissé un ratio à son nom, puisque là, la dernière évolution en fait de la gestion financière des universités là qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2025. Donc on doit regarder la soutenabilité budgétaire et pour ce faire on regarde 3 ratios dont un qui s'appelle le fameux ratio Disembourg. Voilà, et qui consiste en fait à regarder le poids de la masse salariale sur un certain nombre de charges de l'université, de charges de fonctionnement. Voilà. Donc Bernard Disembourg, au colloque de Poitiers en 1997, qui s'intitulait Piloter les systèmes éducatifs, le rôle dans l'encadrement, en fait, était assez visionnaire parce qu'on va voir que pour cette présentation, j'ai décidé de m'appuyer sur ce qu'il disait et de regarder en creux comment les choses avaient évolué, puisque là, on est en amont des grandes lois qui ont vraiment transformé le fonctionnement des universités. Et on va voir que finalement, ces prémices se sont complètement vérifiées. Donc, à la fin des années 90, on a deux faits majeurs qui ne sont pas nouveaux. D'une part, il y a la démocratisation de tous les niveaux de l'enseignement supérieur, avec une diversification des publics. Et puis, par ailleurs, il y a une ouverture, évidemment, des universités sur leur environnement externe. Et donc, cette augmentation forte du nombre d'étudiants, en fait, va constituer un défi pour les universités, puisque finalement, elles doivent être à la fois des universités de masse, mais elles doivent aussi s'adapter à une pluralité d'attentes et notamment une individualisation des parcours des étudiants le plus possible. Par ailleurs, il y a de nouvelles fonctions qui émergent dans les universités. Ça commence dès la fin, en effet, des années 90. De nouvelles activités autour de la formation continue, de la valorisation de la recherche. Tout ça, évidemment, se fait en complémentarité avec des fonctions existantes de formation et de recherche, mais aussi en concurrence, puisque finalement, les personnes qui vont être en charge de ces nouvelles activités sont les enseignants-chercheurs. Donc, à la fois, ils doivent se consacrer à des cours dans le cadre des formations initiales, mais aussi proposer de nouveaux cours adaptés à ces nouveaux publics dans le cadre de la formation continue, mais aussi pouvoir nouer des partenariats avec un certain nombre d'entités extérieures dans le cadre de la valorisation de la recherche. Et donc, tout ça, en effet, peut rentrer en concurrence. Donc, je vous renvoie là aux conférences antérieures sur le métier d'enseignant. J'imagine que ça a été évoqué. Et le fait majeur, en tout cas pour ce qui concerne l'administration, c'est l'autonomisation finalement, ou l'autonomie accrue des universités. Donc ça commence en fait à la fin des années 90 avec le processus de contractualisation entre l'État et les universités. Ça se poursuit avec la loi recherche de 2006 qui a donné naissance au pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Puis ensuite, la loi marquante pour l'autonomie des universités, c'est la loi de 2007, Liberté et responsabilité des universités, où en fait les universités ont pu accéder après un process d'audit réalisé d'ailleurs par mes collègues de l'inspection générale aux responsabilités compétences élargies en matière de gestion, donc notamment de masse salariale, mais aussi d'accès en fait à la propriété des bâtiments des universités, puisque jusqu'ici en fait
les bâtiments des universités étaient une propriété de l'État, hein, donc qui mettait à disposition des universités. Et depuis cette loi, les universités, donc certaines, ont accédé à la pleine propriété de leurs bâtiments, donc ce qui a un impact en matière de gestion, de métier aussi. Puis ensuite, une autre loi marquante, c'est évidemment la loi de 2013, la loi ESR, qui introduit de façon explicite la coordination territoriale à travers un certain nombre de regroupements qui peuvent se faire sous différentes formes juridiques, et donc qui introduit la notion de politique de site. Donc évidemment, Saclay en est une résultante évidente. Donc ça, vous pourrez voir ça après avec la présentation de Julien. Et le dernier acte, en quelque sorte, de cette autonomie accrue des universités, c'est l'ordonnance de 2018 qui crée en fait les établissements publics expérimentaux qui peuvent en effet, qui ont une certaine période pour avoir des statuts dérogatoires. À l'issue de cette période, après là aussi un audit particulier, ces statuts dérogatoires pourront être pérennisés. Et enfin, la dernière loi est la loi de programmation pour la recherche, donc de 2020. Et là, j'en parle plus au titre des personnels, puisque là, elle a eu un impact en matière de carrière des personnels, notamment techniques, recherche, formation, qui sont plutôt dans les unités de recherche, puisqu'il y a un protocole carrière qui a permis évidemment aux enseignants-chercheurs, mais aussi au personnel technique de voir une amélioration en fait du déroulé de leur carrière. Donc les conséquences de toutes ces évolutions législatives et réglementaires font une mutation évidemment en profondeur du travail administratif, avec une évolution des fonctions traditionnelles. Donc les fonctions traditionnelles de l'administration, c'est la gestion des ressources humaines, les fonctions financières, donc à la fois budgétaires et comptables, les fonctions de logistique, les fonctions de scolarité, etc., etc. Donc ces fonctions ont été complètement bouleversées, on va dire, par ces lois. Et il y a de nouvelles fonctions qui ont émergé. Et ce qui est assez intéressant, c'est si vous regardez, pour un point de comparaison qui est frappant, c'est quand on regarde les organigrammes des universités, et notamment l'organigramme des directions des ressources humaines des universités. D'ailleurs, à l'époque, il y a 20 ans, ça ne s'appelait pas direction des ressources humaines, ça s'appelait service du personnel. Dans certains cas, service du personnel enseignant, service du personnel administratif. Dans d'autres cas, service du personnel. Voilà, donc je vous invite à regarder en fait ces organigrammes et vous verrez qu'ils sont complètement différents et qu'il y a tout un tas de nouvelles fonctions qui ont émergé au sein des directions des ressources humaines. Donc ce travail administratif de l'université, fin des années 90, on est dans la production d'actes administratifs, dans la mise en œuvre de décisions qui sont pour la plupart, dans la plupart des cas, prises en dehors des universités par le ministère de tutelle. Et donc, par exemple, en matière de ressources humaines, finalement, ces services de gestion de personnel prenaient des actes qui étaient préalables au recrutement ou à la promotion au départ en retraite, mais rien de plus. Il n'y avait pas vraiment d'acte de gestion au sens où Bernard Disembourg le définit et au sens où on le définit en sociologie des organisations. Donc, un acte de gestion, c'est une combinaison finalement optimale des moyens dont dispose une organisation. Alors, je passe. Parallèlement, on a dit donc un des moteurs finalement à ce changement du travail administratif a été donc l'entrée dans la contractualisation. Donc l'État, donc ça c'est un mouvement plus général, l'État a contractualisé avec tous ses opérateurs puisqu'une université est un opérateur de l'État. Et donc l'ensemble des opérateurs de l'État ont été invités donc à se doter de projets stratégiques assortis d'objectifs à atteindre avec des indicateurs de suivi. On peut appeler ça tout ce qui est autour du New Public Management, évidemment. Et donc, pour les universités, ça veut dire une capacité nouvelle à faire des choix, à hiérarchiser ses projets au travers de ce dialogue contractuel. Et donc, pour les personnels administratifs, ça veut dire de nouvelles fonctions d'aide à la décision au sein des services. Et notamment, l'université doit apprendre maintenant à communiquer et à argumenter sur elle-même et sur son mode de fonctionnement. Un exemple très récent et d'actualité encore, c'est par exemple l'université doit être capable d'expliquer, de faire comprendre sa situation financière. On voit bien que ce n'est pas aussi simple que ça. Et donc, une nouvelle logique de projet, de nouveaux modes de fonctionnement, un travail beaucoup plus collectif au sein des services administratifs et entre les différents services eux-mêmes. Et le corollaire de tout ça, c'est une responsabilisation accrue des personnels d'encadrement au sein des universités, puisque maintenant, ils ont des tâches de planification et de mise en œuvre de tous ces projets. Donc, une nouvelle compétence aussi pour les personnels administratifs, puisqu'on a dit qu'un des faits majeurs à côté de la démocratisation, c'est-à-dire de l'augmentation du nombre d'étudiants, était
l'ouverture de l'université sur l'extérieur et sur un certain nombre de partenaires, c'est évidemment la compétence autour de l'animation de ces réseaux de partenaires extérieurs, donc au travers de conduite de négociation, donc de mise en place d'indicateurs d'évaluation des activités, etc. Et donc on voit bien que là-dessus, les métiers ont beaucoup évolué, hein, et notamment on pourrait citer la structuration des services d'activités industrielles et commerciales des universités, ou alors, donc ça c'est pour la partie valorisation de la recherche. On a aussi côté formation, tout ce qui est autour de l'insertion professionnelle avec la création des bureaux d'aide à l'insertion professionnelle, etc. Puisque ça aussi c'est une nouvelle mission, hein, qui a été assignée aux universités dans le courant des années 2000. Et par ailleurs, les fonctions traditionnelles, hein, donc comme on disait, les fonctions autour des ressources humaines, des finances, de la scolarité ou du patrimoine, elles ont vu en fait, elles se sont vues finalement assigner des enjeux en fait en matière d'amélioration de productivité et en lien évidemment avec la qualité des services rendus aux usagers. Et donc ça aussi c'est un peu une nouveauté qui est apparue au courant des années 2000. C'est la prise en compte finalement de la qualité de ce service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, en lien évidemment avec les usagers, hein, qui sont les utilisateurs de ces services. Et parallèlement à ça, au sein des universités, on a vu aussi se mettre en place une allocation des moyens en interne et des nouvelles organisations de travail liées évidemment à la montée en puissance des systèmes d'information avec des outils, hein, d'aide à la décision et de gestion prévisionnelle des emplois, puisque qui dit accession à l'autonomie en matière de gestion égale gestion de sa masse salariale égale prévision de cette masse salariale et projection, si possible, à la fin de l'année, ce qui est bien pour un budget annuel, mais c'est bien aussi sur plusieurs années, hein, puisque là aussi, on voit bien que les décisions en matière de ressources humaines, elles ont des impacts sur plusieurs années. Donc tout ça, ça modifie en fait, hein, beaucoup le cadre de travail des personnels, et notamment un certain nombre de fonctions qui sont apparues en interface en fait avec cet environnement extérieur. Et donc, en liaison avec ces nouvelles fonctions, de nouvelles compétences, des compétences de communication, comme on l'a vu, des compétences de gestion au sens où, quand on est en relation avec un partenaire extérieur, eh bien, il faut bien qu'on ait une idée précise de l'aspect économique, hein, de ces relations. Si je pense à de la formation continue, eh bien, il faut bien pouvoir pratiquer des tarifs pour ces formations continues, de telle sorte que l'université ne se retrouve pas en déficit au final sur ses activités et soit bien gagnante ou bénéficiaire. Et par ailleurs aussi, puisque là on est à la faculté Jean Monnet, donc droit et économie, de compétences juridiques, puisque qui dit valorisation de la recherche dit évidemment développement, le cas échéant, de filiales, de dépôt de brevets, etc. Et tout ça, c'est des compétences pour lesquelles, si on prend les personnels administratifs qui étaient présents dans les universités au début des années 90, n'avaient pas forcément. Donc ces compétences existaient au sein des organismes de recherche, et elles ont été progressivement internalisées dans un certain nombre d'universités. Et donc, tout ça était déjà en perspective, hein, à la fin des années 2000, hein, dans la présentation qu'on a fait Bernard Disembourg, qui insistait notamment sur la formation continue, hein, des personnels administratifs qui était nécessaire, et donc pour accompagner en fait, hein, cette montée en compétences. Hop. Hop là. Donc là, c'était une partie un peu donc plus sur l'évolution, hein, des métiers de l'administration. Et dans la lignée, en fait, dans la suite de l'évolution de cette gestion administrative, évidemment, ça a eu des impacts, hein, sur le fonctionnement interne, évidemment, de l'université. Bon, donc l'université, classiquement, hein, alors je ne vais pas paraphraser ce que d'autres pourront dire beaucoup mieux que moi, qui ne suis pas une sociologue de formation, mais bien une économiste. Les sociologues des organisations qualifient en fait l'administration des universités, hein, ça fait partie de ce qu'on appelle un phénomène bureaucratique, donc il y a une culture bureaucratique au sein de l'administration des universités, et c'est pas une critique, hein, c'est un fait, avec un certain nombre de personnels qui ont peu de mobilité, parce qu'en fait on parle de mobilité, mais en réalité quand on regarde l'évolution des positionnements des personnels au sein des universités, il y a très peu de mobilité. Donc ça veut dire qu'on a quand même des personnels qui se côtoient depuis un certain nombre d'années, qui de fait ont une certaine parcellisation de leurs tâches, et donc on sait très bien que pour un agent au sein d'un service, il est assez difficile d'avoir une vision globale de toute la vie institutionnelle ou des projets portés par l'université ou même de sa stratégie. Et donc en fait, cette culture bureaucratique qui est considérée un peu comme déshumanisante et un peu froide, elle est un peu contrebalancée par des liens
interpersonnel entre les agents, qui donc se côtoient depuis longtemps et se connaissent très bien, assez fort, dont Bernard Disembourg qualifiait et disait qu'en fait, la chaleur de ces liens compense en fait la répétitivité d'un travail qui était vu comme peu valorisant. Donc, je vous rappelle qu'on est à la fin des années 90. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? C'est à voir. Je pense que la mobilité a un peu augmenté et encore, ça dépend à quel niveau. Hein. Peut-être qu'au niveau des cadres, il y a une mobilité qui s'est un peu accélérée. Pour les autres catégories, je ne suis pas complètement persuadée. Et donc, pour pouvoir accompagner ce changement législatif et réglementaire, il est important évidemment d'accompagner en interne des universités ce changement et qui n'est pas simple à mettre en œuvre du fait de cette culture bureaucratique et de cette un peu pesanteur de liens de gens qui se côtoient depuis longtemps, qui ont l'habitude de faire un certain nombre de tâches. Et donc, il y a eu un peu un choc des cultures au début des années 2000 au sein des universités, où on a, à la faveur dans certaines universités d'évolution de génération. Là, c'était plus facile quand des agents administratifs partaient à la retraite, étaient remplacés par de plus jeunes agents qui donc n'étaient pas imprégnés forcément de la même culture, c'était peut-être plus simple. Mais globalement, il faut accompagner tout le monde et pas forcément les nouveaux entrants qui ont envie, eux, de tout changer. Donc tout ça, c'est un impact et c'est pas neutre sur la façon dont les cadres de l'administration doivent assumer leurs fonctions. Donc ils ont deux fonctions, traditionnellement, une fonction technique, c'est-à-dire qu'ils sont à la tête d'un service parce qu'ils ont des compétences techniques qui peuvent être des compétences juridiques, des compétences financières, des compétences techniques quand on est dans un cadre d'un service comme un service de patrimoine par exemple, mais aussi, et c'est cette nouvelle facette de leur métier qui émerge, une compétence d'animation d'un travail d'équipe, puisqu'on a vu que maintenant, comme les universités doivent mettre en œuvre un certain nombre de projets et qu'en plus elles sont interrogées par leur tutelle sur ces projets dans le cadre du dialogue contractuel, il y a une certaine animation maintenant des équipes qui travaillent plus ensemble. Et cette animation, elle n'est pas simple à porter. Et un certain nombre de cadres, finalement, préfèrent alors je vais dire se recroqueviller, c'est péjoratif, mais en tout cas rester ou enfin se contenter de fonctions plus d'expertise dans un domaine pointu qu'ils maîtrisent très bien et en évitant en fait d'avoir à encadrer une équipe. Donc là, on a une certaine tension aussi qu'il a fallu gérer. Et c'est pour ça que dans les années 2000, il y a beaucoup de formations à l'animation qui ont émergé pour sortir un peu aussi d'une relation un peu paternaliste entre un chef de service qui côtoie ses agents depuis longtemps, dont il est souvent issu, puisqu'on disait qu'il y avait peu de mobilité. Donc c'est toujours un peu plus compliqué de se retrouver le chef des collègues, des gens avec lesquels on était collègues au même niveau il n'y a pas si longtemps. Et donc tout ça, en fait, a évolué donc avec une montée de la formation. Et on peut aussi là faire un petit détour sur les fonctions en fait d'administration. Alors vous parliez d'administrateurs de l'université, donc on parle de directeurs généraux des services des universités. Donc c'est eux qui sont en charge de l'administration de l'université, mais pas que. Et notamment là, on peut renvoyer donc à un rapport de l'inspection générale de 2022, là où mes collègues ont en fait été sollicités pour examiner un peu l'évolution du métier de directeur général des services, donc qui date en réalité de la fin de 1971, où on a créé des secrétaires généraux à l'époque d'universités, dans le cadre des universités nouvelles qui ont été créées par la loi Faure de 68. Et il y a eu une succession en fait d'évolution du métier de secrétaire général pour arriver à directeur général des services. Au début, c'était un simple chef de service administratif. Et maintenant, on est plus, comme on l'a vu, sur des fonctions plus managériales, c'est-à-dire d'animation et de pilotage. Et très récemment, on va dire alors je ne sais pas, on le date peut-être à 10 ans, 5 ans, on est plus sur le positionnement des directeurs généraux des services, sur la définition et la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de l'université. C'est-à-dire que les directeurs généraux des services revendiquent de faire partie de l'équipe de direction de l'université, donc de créer un binôme avec le président ou la présidente. Et c'est ce binôme qui doit être assez fort, qui va piloter l'ensemble de l'université. Alors, c'est pas sans tension avec les autres membres de l'équipe de direction qui sont les vice-présidents, les cadres, les autres cadres de l'administration, les élus des conseils, évidemment. Mais on a un contour, en fait, du métier de directeur général des services qui s'est précisé, qui n'est pas totalement harmonisé dans l'ensemble, évidemment, des universités. Tout va dépendre on va dire de la maturité de l'administration, tout va dépendre aussi des personnalités des uns et des autres, parce que quand bien même il y a un référentiel national pour les fonctions de directeurs généraux des services, après il y a la fonction
la fonction de rentrée, enfin, il y a la manière d'occuper le costume, hein, donc ça dépend quand même des personnes, et ça dépend aussi du pacte un peu de gouvernance, hein, qui va lier un président à son directeur général des services, qui se répartit quoi. On a des présidents ou des présidentes qui adorent faire de la gestion, et de l'autre côté, on a des directeurs généraux des services qui adorent se mêler du politique, et encore qui sont des politiques d'ailleurs, donc tout est question de dosage. Donc je vous renvoie à cet excellent rapport de mes collègues qui fixe bien un certain nombre de choses et qui montre un peu les évolutions. Enfin, ce qui est quand même un fait marquant quand on parle de pilotage administratif d'une université et quand on parle de la diversité des personnels, bien sûr, il y a les personnels enseignants, mais à côté de ces personnels enseignants, il y a les personnels administratifs, je parlais, excusez-moi. À côté des personnels administratifs, il y a les personnels enseignants au sens large. Hein, donc ici, par enseignant, j'entends évidemment enseignant-chercheur, enseignant ou chercheur, ou chercheur. Et donc, c'est une recherche d'équilibre permanent, en fait, hein, entre les cadres administratifs d'une part, les cadres enseignants d'autre part, hein, puisque je ne vous apprends pas qu'un certain nombre d'enseignants ont des responsabilités au sein des composantes, au sein des laboratoires, au sein de l'équipe de direction, au sein des missions, ils sont chargés d'une mission particulière au sein de l'université. Et donc, il faut évidemment que tout ça fonctionne de façon harmonieuse. Et même si c'est très riche sur le papier, au quotidien, ça peut être très compliqué. Et à l'époque, donc on est en 1997, Bernard Disembourg, lui, pointait un risque de glissement de responsabilité, c'est-à-dire que ces nouvelles fonctions autour de la formation continue ou de la valorisation de la recherche, le risque, c'est que ces nouvelles fonctions, évidemment, ont été pris en charge par les enseignants eux-mêmes, ce qui est logique. Et il a fallu attendre un peu de temps pour que montent auprès d'eux des cadres en charge des services de formation continue, de valorisation, de recherche, etc. Parce que le risque, c'était que les enseignants, finalement, prennent l'ensemble du spectre, c'est-à-dire et la responsabilité de la formation continue, mais aussi de la gestion de la formation continue, et que finalement, ça laisse peu de place où ça s'enlève, on va dire, des postes de cadre pour les administratifs qui sont très intéressants. Et donc, in fine, cet appauvrissement des postes laissés pour les administratifs peut entraîner une certaine dégradation de la qualité de ces derniers. C'est-à-dire qu'en gros, la caricature, c'est l'enseignant-chercheur qui est directeur d'un SAIC avec une secrétaire à ses côtés de catégorie C. Alors qu'en réalité, un SAIC, il faut un directeur de catégorie A. Voilà, donc on voit bien où des BAIP, ça a été la même question, avec des directeurs de BAIP qui peuvent être des enseignants-chercheurs, et à côté, ils ont une secrétaire, et les fonctions vont pas évoluer, alors qu'en fait, on a besoin de cadres. Voilà, donc ça, c'est un peu des caricatures. On peut être passé par là dans certaines universités. Je crois que là aussi, hein, quand on regarde les organigrammes des universités, on voit toute la richesse et toute l'évolution de ces fonctions et de ces métiers. Et donc, tout ça nécessite, hein, pour que l'administration de l'université encaisse, en quelque sorte, hein, je vais dire un peu rapidement, ce changement, c'est possible si c'est accompagné, si ce changement il est perceptible à l'intérieur et à l'extérieur, et si en face, on a aussi des étudiants, qui sont les usagers, qui sont capables d'exprimer en fait des attentes, hein, donc vis-à-vis de l'université, parce que c'est ces attentes qui vont avoir évidemment un fort impact sur l'organisation. Or, dans la réalité, en fait, les personnels administratifs, sauf ceux évidemment qui sont directement dans les composantes, ils sont peu en relation avec les usagers ou avec l'extérieur. Hein, je pense aux services centraux. Et donc, ils ont peu de pression, hein, pour évoluer. Donc, c'est d'autant plus difficile d'impulser le changement et de les faire évoluer dans leur pratique. Et donc, on arrive à une forme de paradoxe, hein, c'est-à-dire qu'on demande au personnel administratif de s'adapter de façon très rapide. Bon, ce paradoxe, il se retrouve dans plein d'endroits et dans plein d'organisations. Hein. Donc, on demande au personnel administratif de s'adapter de façon très rapide, alors que finalement, on sait que les modifications de comportement, elles ne s'obtiennent que dans la durée. Donc, il faut absolument essayer de régler au mieux cette tension. Comment faire? Eh bien, en développant une culture participative. Quand on dit culture participative pour les personnels administratifs, c'est pas se contenter de participer au conseil, d'être élu dans les conseils. C'est important, c'est bien, mais ça suffit pas. Et donc, pour que ça marche, pour qu'il y ait une culture participative, il faut évidemment que la direction de l'université laisse un certain nombre de marges de manœuvre, de marges de discussion au personnel, tout en affichant évidemment clairement qu'il y a un certain nombre de choix qui relèvent de sa seule responsabilité. Évidemment, il n'est pas question d'ouvrir une discussion globale avec les personnels tous les jours sur toutes les questions. C'est pas possible. Et aussi, parallèlement, pour éviter le risque, hein, que pointait Bernard Disembourg aussi, que
un certain nombre de personnels enseignants confisquent finalement un certain nombre de fonctions qui pourraient être dévolues à un binôme enseignant-administratif, il y a une nécessité aussi de formation hein, des personnels enseignants élus à tous les niveaux, à des savoirs hein, dans le domaine des finances publiques, de la comptabilité, de la gestion des ressources humaines, et aussi, mais là peut-être que Bernard Disembourg a été très optimiste, en matière de sociologie des organisations. Peut-être que là, c'est peut-être un peu beaucoup, mais déjà, si on arrive à avoir les mêmes niveaux de connaissances, de compétences entre les personnels administratifs et les personnels enseignants qui ont des responsabilités au sein de l'établissement, ça évite un certain nombre de frictions, sachant qu'il faut quand même que chacun reste à sa position, à sa place, ce qui n'est pas toujours simple et ce qui peut engendrer un certain nombre d'arbitrages ou de frictions au quotidien. Et donc, pour conclure sur ce papier, hein, en fait, dès 97, donc dès 1997, Bernard Disembourg, lui, plaidait pour que, en fait, la conduite des processus, enfin, la conduite de l'évolution en fait des fonctions administratives doit être une préoccupation du quotidien d'une équipe de direction d'une université, au même titre que la définition de sa politique en matière de formation et de recherche. Donc, c'est un plaidoyer assez fort pour que, pour répondre un peu à la provocation du début du doyen de la faculté Jean Monnet, je peux répondre que donc le pilotage de l'administration, c'est évidemment est au service des missions de l'enseignement et de la recherche, mais c'est aussi une fonction qui ne doit pas être délaissée et qui doit être portée par un engagement fort de la tête de l'université, parce que sans cet engagement fort, ça ne fonctionne pas. Et j'en veux pour preuve, là je reviens avec ma casquette d'inspectrice générale, où de nouvelles missions qui montent au sein de l'inspection générale sont des missions d'accompagnement des universités. C'est-à-dire à côté de nos missions traditionnelles de contrôle ou d'évaluation de politique publique, ça c'est le tout venant, c'est le courant d'une inspection générale, on voit ces dernières années poindre de nouvelles missions d'accompagnement où en fait on agit comme des cabinets de consultants, où on est sollicité par des gouvernances, donc des présidents ou des présidents d'université, pour les accompagner et en matière souvent de gestion. Et on s'aperçoit que là où il y a un certain nombre de difficultés, et en général quand on nous demande d'intervenir, c'est parce qu'il y a un certain nombre de difficultés, et bien finalement on se rend compte que souvent, soit on a des présidents ou des présidentes qui sont un peu expérimentés, peu formés, ou avec des équipes aussi peu expérimentées, peu formées. Ça peut être pareil avec des directeurs généraux des services peu expérimentés, donc, ou qui relèguent un peu les tâches administratives, qui pensent que c'est un peu de la technique. Vous savez, c'est la fameuse phrase « l'intendance suivra ». Eh bien non, l'intendance, elle ne doit pas suivre, elle doit accompagner, elle doit être pensée en même temps. Parce que quel que soit le dispositif que vous souhaitez mettre en œuvre en matière de formation ou de recherche, si vous ne pensez pas dans sa globalité avec les personnels dits de soutien et de support, eh bien en fait, il y a de fortes chances pour que ça n'aboutisse pas. Voilà, et je pense que c'est important de le souligner. Eh bien voilà, je crois que j'en ai fini pour ce papier, donc je vous invite à aller le voir, on vous mettra les références. Et franchement, il n'a pas pris une ride, hein, il a 30 ans. Et il n'a pas vraiment pris une ride. Je trouve que les recommandations du collègue étaient vraiment visionnaires. Il connaissait très bien les universités et il a bien vu qu'il a fallu pas moins de 30 ans pour qu'un certain nombre de ces prémices arrivent simplement là sur la table aujourd'hui.